Salut la compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, mais cette fois, on va un petit peu changer la dynamique. Alors j'espère que ça va vous plaire. Surtout, comme d'habitude, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce et commentez. Merci bien. Alors, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se déroule principalement entre les années 1945 et 1964 au Mexique. À cette époque, le pays se reconstruit après la Révolution mexicaine. Mais malheureusement, dans de nombreuses régions, la pauvreté est extrême. L'accès à l'éducation est quasi inexistant, les infrastructures manquent et les femmes issues de familles modestes n'ont pratiquement aucun moyen de s'émanciper. Pendant ces années-là, les autorités locales ont pratiquement tous les droits. La corruption très fréquente. Les policiers, les maires et les fonctionnaires ferment facilement les yeux en échange de money. Dans ce contexte fragilisé avec un système judiciaire et une grande vulnérabilité sociale, certains réseaux criminels ont prospéré dans l'impunité. C'est dans cet environnement-là que les sœurs González Valenzuela, connues sous le nom de las Poquianchis, construisent leur empire. Et vous êtes pas prêts? Qui sont ces Poquianchis? Il y a donc dans cette histoire 4 sœurs. On a d'abord Delfina, ensuite Maria Jesús, la troisième Carmen et la quatrième Luisa. Elles viennent toutes d'une famille très pauvre de Guanajuato et malheureusement elles vont pas avoir une enfance super top. Déjà elle va être marquée par de nombreuses violences domestiques. Bien sûr on est en Amérique latine donc la rigidité religieuse elle est omniprésente. Évidemment en plus elle se trouve pas du tout dans une grande ville donc dans les campagnes c'est encore pire. Très jeune elle se retrouve donc confrontée à un monde où les femmes n'ont pas ou très peu de perspectives d'avenir. Certaines commencent à travailler comme serveuses ou dans des bars où évidemment elles sont un peu obligées de se trémousser quoi. Mais rapidement, parce que ces 4 petites frangines, elles sont très loin d'être idiotes, elles comprennent qu'il existe un énorme marché, beaucoup de demandes, vous imaginez bien, et surtout un vide légal, exploitable et abyssal. Ouais, en gros, elles se disent on va faire un peu à notre sauce et puis on verra bien. Dès la fin des années 1940, les sœurs ouvrent plusieurs établissements, sous couvert de bars, de maisons closes, dans les états de Guanajuato et Jalisco. Évidemment, elles vont pas recruter des filles vieilles et moches, donc, elles font appel principalement à de très jeunes filles, en situation de grande pauvreté pour pouvoir bien les coincer. Quand j'y pense en tant que femme, je trouve ça obscène, mais bon, elles ont fait leur business quoi. Mais le pire, c'est qu'en plus, la plupart du temps, comme tout proxénète, je pense, elles vont leur faire miroiter des tâches assez domestiques et leur faire miroiter une vie meilleure et très agréable. Mais pas que. Certaines sont enlevées directement dans les villages pauvres du Mexique et d'autres familles dans une pauvreté extrême vendent même leurs filles aux Poquianchis. Et vous imaginez bien que les autorités locales ferment grandement les yeux et même deviennent complices de ce trafic. Mon Dieu, on va réchauffer tout ça parce que là, comme d'habitude, j'ai l'air morte. Morticia Adams. C'est pas trop le thème de cette vidéo quand même. Ah ouais, là c'est ouf, c'est effroyable. Where is my bronzer? Pour de bon, il est où? Mais malgré le forcing évident, le réseau grandit, s'étend et devient extrêmement lucratif. Mais sans trop rigoler, derrière les murs, la réalité est complètement terrifiante. Poquianchis dirigeaient leur réseau avec une discipline et une main de fer. Elles mélangeaient intimidation, manipulation et contrôle total. Les pauvres petites jeunes filles qui étaient donc recrutées par ces 4 femmes n'avaient désormais aucune échappatoire. Elles étaient obligés de rester dans ce business et n'avaient aucun droit de partir. Tout était organisé, beaucoup de surveillance, le consentement n'existait pas, les horaires étaient complètement choisis par les 4 mères maquerelles et vous imaginez bien qu'au niveau des déplacements c'était encore pire, elles étaient vraiment chaperonnées et puis si elles arrivaient à la mauvaise heure, elles s'en prenaient plein la figure. Donc c'était vraiment une façon de les mettre en situation de servitude, d'obéissance et qu'on se le dise de les traiter comme des chiens quoi. Le blush est en train de blusher les amis. Il est beau. Je l'aime bien celui-là, mais il est tellement modulable qu'on peut le mettre en couche très fine. Ça fait genre vraiment petite joue naturelle. Et sinon, comme moi, on peut en mettre bien plus. Maintenant, je vais ouvrir cette belle encyclopédie. Mon Dieu, j'en ai pour une vie. Non mais regardez-moi ça. Je sais même pas si ça va rentrer dans la caméra. Non mais please. Et il y a encore une 3e partie juste là. C'est insane ce qui est en train de se passer là. On va partir sur un make-up dans les tons violines. Je pense que ça peut être beau. Prune.
Zen, quoi. Ouais, ça va être beau, ça. Bref, revenons à nos moutons. Le modèle économique était très simple. On parle bien de modèle économique parce que c'était une entreprise. Hein. Bénéfices maximaux, absence totale d'investissement parce que évidemment, il y avait que le pauvre corps de ces jeunes filles pour gagner de l'argent. Et de par la corruption, élimination de tout risque et de dénonciation. On adore. Et c'est cette efficacité brutale qui a fait d'elle, au pluriel, l'un des réseaux les plus lucratifs du Mexique rural. Mais alors, avec autant de corruption, comment est-ce que l'affaire a éclaté au grand jour? Pendant près de 15 ans, ces meufs, elles vont opérer en toute impunité. 15 années. C'est énorme, 15 ans. De quoi s'en mettre plein les fouilles quand même, qu'on se le dise. Là, je suis en train de partir dans un truc, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Hein. Les habitants, pendant toute cette période, ils sont tous au courant, mais évidemment, par peur des représailles, motus et bouche cousue. Je rapproche un peu, j'y vois rien. Mais c'est finalement une dénonciation locale qui va tout changer. Un jeune homme réussit à s'échapper d'une des propriétés et prévient les autorités d'une autre ville voisine. Mais cette fois, l'information va arriver plus haut et un procureur décide enfin de prendre ce dossier au sérieux. Et c'est maintenant qu'une enquête nationale va démarrer. Et là, tenez-vous prêts parce que ça va être la stupeur pour tout le monde. Ça, c'est du fard blanc, punaise. Il n'y a pas toutes les marques qui arrivent à faire un bon fard bien blanc comme ça. C'est beau. En 1964, plusieurs maisons qui leur appartiennent seront donc perquisitionnées. C'est là que les enquêteurs, et vous allez voir que les petites minettes, elles rigolent pas, hein. Les enquêteurs découvrent l'ampleur du réseau, plusieurs propriétés, des dizaines et des dizaines de femmes encore détenues, et bien sûr des éléments montrant que tout ce business et cette exploitation existent depuis bien des années. Oh non, j'aime pas mon coin interne, on va l'effacer. L'affaire va donc choquer le Mexique. La presse nationale se saisit de ce sujet, révélant un système cruel, organisé et profondément enraciné. Quand la police finit par intervenir en 1964, la découverte glace le Mexique. Dans les terrains des Poquianchis, on exhume plus de 85 corps confirmés, femmes, adolescents et même des enfants. Mais selon plusieurs sources, le nombre réel de victimes dépasserait largement les 150, certains chercheurs évoquant même près de 200 femmes disparues. Et après toute cette découverte, les frangines, elles essaient de se carapater, mais sont finalement arrêtées entre 1964 et 1968. Non mais ces paillettes, elles sont waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu des paillettes aussi jolies. Encore les pharmates, voilà, c'est des pharmates quoi, ils sont pas non plus... Ça casse pas trois pattes à un canard, mais alors l'irisé, il est vraiment magnifique. Donc revenons-en à nos Poquianchis. Elles se font serrer par la police et je me suis fait une tâche. Les 4 sœurs seront donc jugées pour, il va y avoir une petite liste quand même qui arrive, enlèvement, corruption, exploitation et séquestration. Ça fait beaucoup quand même. Et en plus de ça, elles ont fait 3 ou 4 petits délits supplémentaires, donc ils vont pas y aller de main morte avec elles. Évidemment, elles vont donc être punies par la loi et écoper de plusieurs décennies de prison. Delfina, la sœur aînée, meurt dans sa cellule lorsqu'un sac de ciment tombe accidentellement sur sa tête. Carmen mourra d'un cancer en prison. Maria Luisa et Maria de Jesus passeront le reste de leur vie derrière les barreaux. Bon, en même temps, elles l'ont cherché, quoi, hein, pas dire, mais... Et même si une partie de leurs complices n'ont pas été retrouvés, au niveau médiatique, l'affaire explose et bien sûr montre un système de corruption généralisé dans plusieurs régions du Mexique. Là, l'État, il se dit, oulala, notre pays, il est gangréné par la corruption, rien ne va plus. Vous imaginez bien que cette histoire a eu un impact culturel énorme dans la mémoire collective. Cette histoire a inspiré des livres, des films, des documentaires, et maintenant moi, bien évidemment. Et cette histoire est même étudiée dans les écoles de criminologie. C'est dingue, non? On parle souvent des serial killers et compagnie, mais en fait, il y a des histoires criminelles. Bon, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec Jeffrey Dahmer, on est bien d'accord. Mais quand même, c'est pas rien. Cette histoire a surtout mis en lumière de protéger les femmes vulnérables, de surveiller les institutions locales, parce que eux, les petits potes, ils s'amusent bien aussi. Et de bien sûr lutter contre la corruption. Et si vous n'êtes pas au courant, il y a une série à ce sujet sur Netflix qui s'appelle Les Mortes, Las Muertas en espagnol. Alors j'y croyais pas, je pensais que ce make-up allait être affreux, mais finalement c'est pas du tout avec le thème de cette vidéo. De toute façon ça je m'en fous un peu, je fais un peu comme j'ai envie, d'accord. Cette
Cette série raconte l'histoire des sœurs Baladro, qui est donc le double fictionnel des 4 sœurs. Même si les noms et certaines situations sont romancés, le fond de l'histoire, il est bien là, je l'ai regardé et elle est incroyable, je vous invite à aller la voir. On y voit la cruauté, la manipulation, la séquestration et même le système de corruption qui a permis à ces crimes de perdurer. Et en 1970, il y a même certains programmes d'aide sociale et de protection des mineurs qui ont été renforcés. C'est paradoxalement l'une des rares choses positives de cette histoire. Et j'ai pas fait mon crayon et mon rouge à lèvres. Alors il y a une partie de l'histoire, on va avoir le micro là et l'autre ici. Alors je ne raconte pas le son comme je vais m'amuser au montage. Je finis mes lèvres et on passe à la conclusion. L'affaire des Poquiantis est l'un des exemples les plus marquants de ce que peut engendrer la pauvreté, l'absence d'éducation, la corruption et l'impunité. Je sais que c'est une histoire qui dérange, mais qu'il est essentiel de raconter pour comprendre les failles d'un système et bien sûr pour éviter qu'elles se reproduisent. Merci d'avoir regardé et si ces histoires de crimes vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'avoue que c'est quand même pas mal. Là on a un niveau un peu soft, mais on peut aller beaucoup plus trash. Donc on se retrouve en commentaire. Encore merci de m'avoir regardé aujourd'hui et à la semaine prochaine. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, allez quand même faire un tour sur mon Instagram et sur mon TikTok parce que vous aurez du contenu exclusif qui change un petit peu de cette chaîne et surtout apportez-moi de la force. Merci beaucoup. Cette fois c'est un vrai départ. Bisous bisous.